Salut, c'est Laetitia et Shannon des éditions Hachette et vous écoutez L'Intention, le podcast où les écrivains révèlent ce qui est au cœur de leur dernier livre et qui a guidé son écriture. Aujourd'hui, nous recevons Sarah Baruch, autrice de plusieurs romans. Sa participation au livre 125 et des milliers, ouvrage collectif marquant sur les féminicides paru chez HarperCollins, l'a encouragée à interroger l'impact des stéréotypes de genre dans la société. Elle publie aujourd'hui son premier album pour enfants, Nina la débrouille, le monstre de l'armoire, illustré par Emmanuel Pioli chez Hachette Enfants. Ce livre qui met en scène Nina et Darius, deux enfants indociles et craquants, sans oublier le petit chat Socrate, est le premier tome d'une série qui vise à inventer des nouveaux modèles d'émancipation. Pour faire bouger les lignes dès le plus jeune âge, Sarah Baruch invente Nina la débrouille, une arme de construction massive. Je pense que Nina la débrouille, c'est une arme de construction massive parce que justement, pour lutter contre les violences d'une manière générale dans la société, particulièrement les violences au sein du couple, on a besoin d'imaginer une société qui ne nourrisse plus les stéréotypes qui nous ont perdus jusqu'ici. Ça veut dire interroger ce que sont autorisées à faire les petites filles, ce que sont autorisés à faire les petits garçons, ce qu'ils peuvent envisager de liberté, d'espoir, d'amour et de revendication aussi. Et en cela, les aider à s'orienter, c'est une manière de construire des générations plus positives, je pense. Première intention, utiliser la littérature comme moyen d'aborder la discrimination à hauteur d'enfant. En fait, je me suis moi beaucoup interrogée sur la peur, que ce soit en tant que petite fille mais aussi adulte. Je crois que la peur est bien plus impactante négativement que le danger en lui-même. Parce que tout ce que l'on s'interdit, on se l'interdit par projection. Et c'est extrêmement important, je pense, d'évoquer ce sujet dès le plus jeune âge parce que les enfants, ils ont plus peur de la peur, plus peur d'avoir peur que de ce qui les attend réellement. Alors, c'est pas véritablement d'une grande originalité d'avoir peur d'un monstre dans une armoire ou sous le lit. On l'a tous vécu, mais en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est l'inconnu. Donc je voulais faire une sorte de petit parcours philosophique, mais évidemment à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que on passe plus de temps à s'imaginer ce que un monstre pourrait nous faire. C'est-à-dire que là, au début, les enfants, ils sont persuadés que le monstre va les envoyer dans l'espace, qu'ils pourront plus jamais voir leur famille, que ce monstre, il est affreux, etc. Alors qu'en fait, si ça se trouve, c'est eux qui le fabriquent, ce monstre. En l'occurrence, c'est eux, puisque c'est eux qui l'imaginent. Mais surtout, on ne sait pas à quel point, finalement, peut-être que le monstre ne correspond pas du tout à tout ça, et que une toute petite remise en question permet de faire s'effondrer la peur. Par exemple, totalement au hasard. Et si ce monstre, en fait, c'était un bébé monstre qui s'était perdu ? Et si ce monstre, en fait, il se cachait dans l'armoire, non pas pour un plan machiavélique, mais parce qu'il avait très très peur de Nina. Et que finalement, si ça se trouve, lui c'est un monstre pour elle, mais elle c'est un monstre pour lui. Si moi j'ai peur de quelqu'un, est-ce que ce quelqu'un a aussi peur de moi ? Et finalement, est-ce qu'on n'est pas ensemble en train de nourrir quelque chose qui nous éloigne ? Le monstre de l'armoire, c'est le premier tome de la série Nina la débrouille. Et alors c'est pas du tout dit dans le titre, mais en fait ça parle de racisme. Alors je pense que c'est absolument nécessaire de questionner toutes les questions de discrimination dès le plus jeune âge. Tout simplement parce qu'ils le vivent déjà, les enfants. Il n'y a pas plus violent qu'une cour de maternelle, qu'une cour d'école. Il n'y a pas plus violent que de se sentir différent des autres. Moi, j'ai une petite fille avec qui je me suis enfuie parce que son papa était violent quand elle avait 16 mois. On a déménagé, à peu près 9 fois en 4 ans. Elle a déjà fait 3 écoles.
Elle a dans sa classe des petits-enfants qui viennent de familles qui ressemblent à toutes les autres, celles qu'il y a dans les livres en tout cas. Et puis elle est élevée par sa maman. Elle a aussi un ami qui a 2 mamans. Et évidemment qu'il se pose des questions. Évidemment que elle me pose des questions. Et moi, je pense que on parle beaucoup aujourd'hui de justice restaurative, mais que la plus grande justice restaurative du monde, c'est la littérature. Et que la littérature, c'est une porte ouverte justement à l'autre et au champ des possibles. Donc c'était très important pour moi d'évoquer tous ces sujets que vivent les enfants et qui les traumatisent dès le plus jeune âge. Moi, j'ai déjà retrouvé ma fille en pleurs à la sortie de l'école, à 3 ans, parce qu'elle n'était pas comme les autres. Donc, évidemment que c'est tout de suite qu'ils perçoivent l'impact de la société et l'impact de la différence, que ce soit une différence de genre, que ce soit une différence de milieu, que ce soit une différence de culture. Et donc très vite, si on n'apprend pas l'empathie, si on n'apprend pas la richesse de l'ouverture et de la communication et de la manière de communiquer, finalement on fabrique des personnes qui vont craindre l'altérité. Et c'est ça qui conduit à la violence. C'est très rare les gens qui naissent violents, c'est très rare les gens qui naissent méchants. Souvent, tout cela est lié à la peur, à la frustration, à un sentiment d'infériorité ou de supériorité. En réalité, c'est lié. Mais en tout cas, jamais des personnes qui sont ouvertes et qui embrassent la différence ne sombre dans le racisme, dans l'exclusion, dans la moquerie et tout ce qui fait très mal, qu'on soit enfant ou adulte. Au milieu de cette histoire où Nina envisage tout et n'importe quoi pour déclencher la guerre contre le monstre qui la menace, elle va finir par se demander si, à force de mener cette bataille contre quelqu'un que finalement elle n'a jamais vu, est-ce que c'est pas elle le monstre ? Je pense que c'est exactement ce genre de message que l'on doit inculquer à nos enfants, dans la mesure où on est toujours le méchant de quelqu'un, le riche ou le pauvre de quelqu'un. En fait, la notion de relativité, de réciprocité, c'est ce qui génère la notion d'empathie. Et ça a l'air pompeux quand on dit qu'il faut donner des cours d'empathie, etc. Mais en fait, c'est quoi l'empathie ? C'est juste de dire, moi ça, t'es pas le centre du monde, quoi. T'es peut-être le centre de mon monde à moi parce que je suis ta maman et que ma mission sur Terre, c'est de faire en sorte que tu te casses pas trop les jambes et d'être moins convoquée par la maîtresse. Mais en fait, c'est quoi ? C'est prendre conscience que sans le savoir, on fait peut-être du mal aux autres dans la vie par nos mots, par nos comportements. Et une fois qu'on a compris ça, déjà on souffre moins parce qu'on se rend compte que si nous, on n'a pas conscience de faire du mal, peut-être que ceux qui nous font du mal, ils n'ont pas conscience qu'ils nous en font aussi. Et que du coup, c'est pas forcément tourné contre nous, mais c'est peut-être que la personne en face, elle est en train de mal gérer un mal-être. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être dans une compassion disproportionnée et se laisser marcher sur les pieds, pas du tout, mais au moins on souffre moins. Et ma fille, je suis super contente, moi, d'avoir fait germer cette petite graine parce qu'aujourd'hui elle s'en prend évidemment comme tous les enfants plein la gueule, hein. La cour de récré, encore une fois, c'est la guerre, quoi. Enfin, je veux dire, on sait pas pourquoi telle copine du jour au lendemain ne veut plus jouer avec elle, c'est un désastre, etc. Et quand je lui dis à ton avis, qu'est-ce qui lui arrive à elle aujourd'hui ? Et donc là, elle se met à s'interroger sur ce qui conduit cette personne à agir comme ça et à faire le rapprochement avec ses propres comportements à elle. Et du coup, moi, je trouve que donner des astuces pour accepter l'autre et souffrir moins, c'est plutôt pas mal. Et si ça peut m'éviter des coups terrifiants de pédopsie, je trouve ça génial. Donc voilà, vous allez dépenser un peu d'argent pour acheter cet album, mais vous économisez au moins 5 séances de pédopsie. Moi, je trouve que c'est carrément rentable. Deuxième intention, permettre aux enfants de s'identifier à des personnages qui leur ressemblent. J'ai eu une petite fille qui a tout de suite adoré les livres, mais elle les mangeait, ça me faisait beaucoup rire.
Forcément, elle a grandi au milieu des livres, puisque j'écrivais déjà et j'étais déjà publiée avant qu'elle naisse. Puis j'ai une maman qui est institutrice. Moi-même, je vis avec les histoires dans la mesure où je suis malvoyante, ça c'est pas flagrant quand on me voit, mais du coup j'ai beaucoup grandi dans un univers, dans ma bulle quoi, à nourrir des histoires, et ce depuis que je suis toute petite. Et je ne trouvais jamais de livre avec les histoires que j'avais envie de raconter à ma fille. Et très vite, en fait, elle voulait plus que je lui lise des livres de sa bibliothèque, elle voulait qu'on invente des histoires. Et donc tous les soirs, je me cassais la tête à inventer de nouvelles histoires, et je me suis dit bon, peut-être que je suis pas la seule à pas reconnaître ni ma famille, ni ma culture, ni mes valeurs dans beaucoup de grands classiques en fait. Alors il y a eu énormément de progrès, il y a plein de livres aujourd'hui faits par des philosophes, etc. Enfin, j'en ai quand même trouvé quelques-uns, mais je trouvais beaucoup de livres avec des animaux pour représenter les enfants. Et je comprends tout à fait la démarche de justement pas vouloir afficher de couleur de peau, pas vouloir afficher de genre, etc. Sauf qu'en fait, ça, c'est des précautions d'adultes. Que les enfants, ils sont dans le concret. Que ma fille, elle me dit pas un tel est noir et moi je suis blanche. Elle me dit, moi, tu sais, maman, je suis rose. Et lui, il est marron. Voilà, c'est très bien de travailler le contact avec les animaux, de mettre des petits lapins partout, mais en fait, les enfants, ils voient pas ça. Donc, je trouvais au contraire, moi, c'est un peu mon côté rentre-dedans, ben non, on va prendre les codes et on va les exploiter. Donc voilà, j'ai eu envie de raconter ces petites filles-là, de raconter ces petits garçons-là, pour Darius, et de montrer qu'en fait, la société, c'était ça. Aussi. Troisième intention, célébrer l'imagination et la joie à l'aide de personnages hauts en couleurs. Nina, c'est un mélange... alors déjà, c'est le deuxième prénom de ma fille. C'est celui que moi, je voulais lui donner. J'ai raconté tout ça dans le documentaire Vivante sur mon histoire, dans le livre 125 et des milliers sur les féminicides et les violences faites aux femmes. En gros, moi j'ai pas choisi le prénom de ma fille, j'ai pas pu. Et Nina, c'est son deuxième prénom. J'ai réussi à obtenir ça. Donc c'était très important pour moi que ce livre s'appelle Nina. C'est un mélange de la petite fille que j'étais. En tout cas, physiquement, c'est moi. J'ai donné une photo de moi à l'illustratrice. Elle a la personnalité de ma fille. Elle a son côté volontaire. Elle a son côté très ouverte sur le monde. Et puis, elle ressemble aussi beaucoup à ma petite nièce, qui a 18 mois d'écart avec ma fille. Elle a les cheveux frisés, elle est plutôt mate de peau, elle a un petit bidon bien rondouillet... Et surtout, elle n'a pas la langue dans sa poche. Et elle veut toujours s'en sortir par l'imagination. Parce que moi, ce que je répète à ma fille, qui n'a jamais eu de maison fixe jusqu'ici, qui n'a jamais eu rien d'inscrit dans le marbre en fait dans sa vie, à part l'idée que sa maison, c'était son esprit. Et que ce qu'elle trimballerait toujours avec elle, c'est sa capacité d'imaginer les solutions. Que ça, on pourrait jamais lui enlever. Je vais pas encore parler d'Alzheimer, mais chaque chose en son temps. Mais en gros, voilà, je voulais, et en tout cas c'est ma manière de l'élever, l'éduquer dans l'idée de ne pas s'accrocher aux choses, de ne pas s'accrocher à un pays, de ne pas même s'accrocher à une identité, mais à s'accrocher, à développer sa capacité de compréhension, d'adaptation et d'imagination finalement. Parce qu'il n'y a que ça qui nous permet d'être des adultes qui s'adaptent et surtout qui sont heureux. Parce que la joie, elle naît toujours quand on trouve soi-même la solution à son problème. Darius, c'est exactement pareil en fait. C'est un petit garçon qui est plus réservé, plus sensible que Nina, et qui est très petit garçon quand même,
Et je tiens à ce quand même parce que moi, je suis très contente que dans mon petit binôme, Nina, ce soit une casse-cou et Darius soit au contraire plus philosophe, plus posé, plus sensible. Mais que tout cela, évidemment, n'est pas un problème pour eux. C'est comme ça que fonctionne leur binôme. Évidemment, il y a le chat qui a son importance, puisque Darius étant enfant unique et élevé par un papa, juste par son papa, puisque sa maman vit à l'étranger, en Inde, donc très loin. Il a un compagnon au quotidien quand même dans sa maison qui est ce chat Socrate à qui il pose toutes ses questions et qui ne lui donne jamais les réponses attendues. C'est bien pour ça qu'il s'appelle Socrate. Et donc Darius, voilà, c'est ce petit garçon qui a besoin que Nina lui montre la voie en termes d'enthousiasme, en termes d'énergie. Et Nina a besoin que Darius lui oppose des réflexions plus posées, plus mesurées. Et donc, ensemble, ils forment la personne parfaite. Parce qu'en fait, la personne parfaite n'existe pas. La personne parfaite, c'est un rassemblement harmonieux de plusieurs personnes. Alors, ce qui a été très important pour moi en écrivant ce livre, et c'était un processus que j'avais initié pas mal de temps auparavant, quand moi j'ai fui les violences, et je l'ai raconté dans le livre 125 et des milliers, j'en voulais beaucoup à la Sarah adulte d'avoir déçu la Sarah enfant. Et ça a été un véritable parcours de réconciliation, de dire à cet enfant intérieur que je ne la laisserai plus, qu'elle existait, que j'existais en tant que femme, mais que ça voulait pas dire l'écraser elle, et surtout cesser de l'écouter elle. Donc ce livre, je l'ai évidemment fait pour ma fille, mais je l'ai aussi fait pour moi, comme une réconciliation avec cette petite fille et cet enfant qu'on a tous en nous, et qui est généralement, quand on dit qu'on a de la peine, qu'on n'est pas bien, que la vie est dure, c'est généralement pas l'adulte qui souffre, c'est l'enfant en soi qu'on n'entend plus et qui lui continue de se manifester et de taper à la porte du cœur comme ça en disant « Mais moi je suis là, c'est pas cette vie que je voulais, regarde comme t'as l'air d'un débile avec ton costard pour aller travailler dans cette grande entreprise impersonnelle. » Enfin bref, en gros, chez tous les adultes pas très contents, il y a souvent un enfant qui est pas du tout content, lui. Et donc me replonger dans cet état d'esprit, mais ça m'a fait un bien, mais pas possible en fait. Et je me suis rendu compte que il était encore là, ce gosse. Et il est encore là chez tout le monde. Et quand on le laisse s'échapper quelques minutes, je vous rassure, je paye mes impôts, tout ça, je fais des trucs d'adulte aussi, mais ça n'empêche pas du tout d'être sérieux. Je fais des livres extrêmement sérieux. Je viens de faire un documentaire pendant 13 mois où toute une équipe m'a suivi sur les actions que je mène dans mon association d'aide aux violences intrafamiliales. Je gère une association où j'accompagne chaque jour une centaine de femmes en danger. Enfin, je peux vous parler des problèmes de grands sans aucun problème. C'est mon quotidien. En revanche, mais quelle joie de savoir que l'enfant est là. Et qui peut apporter son regard d'enfant. Un regard d'enfant, c'est pas un regard d'attardé, c'est un regard simple. C'est un regard sans préjugés. C'est un regard qui dit les choses. Et on se rend compte que même dans les problèmes d'adultes, le souci, c'est qu'on fait des grands détours pour nommer les choses, pour nommer les mots, pour nommer ce qui fait mal dans les situations. Et pourquoi est-ce que ça fait du bien de parler avec des gosses ? Parce que eux, ils disent les choses clairement. Ils n'ont pas l'idée du préjugé. Ça vient plus tard, ça. Donc, moi, je trouve que ça fait des super vacances de se replonger dans son état d'enfant. Ça fait plein de réconciliation à l'intérieur. Et puis, du coup, il y a une forme de joie qui se transmet parce que travailler avec des adultes qui ont décidé de travailler pour les enfants, moi, je trouve que c'est hyper enrichissant. Et donc, je conseille à tous les adultes de se remettre à la lecture des livres pour enfants. Voilà. Si je dois faire un peu de teasing, et j'ai à ce moment même l'attaché de presse qui me regarde, donc je vais faire un peu de teasing, je parlerai d'une situation que pas mal de parents connaissent, en tout cas de ceux qui ont promis un super méga génial pique-nique samedi et qui pleut des cordes samedi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça ? Voilà. Finissons en musique.
Alors, ça va être un peu cliché, je vais plus du tout être à la mode dans un an, mais je danse beaucoup avec ma fille sur Flower de Miley Cyrus, qui est un message en fait qu'on n'a pas besoin qu'on nous offre des fleurs, on peut se les offrir toute seule. Ça veut pas dire qu'il faut pas aimer, ça veut juste dire qu'il faut pas s'attacher à des détails qui ne signifient rien, je pense. Voilà, donc je dirais que ça nous a pas mal accompagnés puisque on fait nos pauses musicales et de danse là-dessus. C'était L'Intention, le podcast des éditions Hachette où les écrivains de fiction, de non-fiction, de BD et de jeunesse révèlent l'intention cruciale au cœur de leur dernier livre. Si cet épisode vous a plu, faites-le savoir en nous envoyant des cœurs, des commentaires sympas et des étoiles. Et on vous retrouve bientôt pour un prochain épisode.